toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 octobre 2025 et cette vidéo va être un condensé du direct que j'ai publié sur ma chaîne le vendredi 24 octobre 2025. Et cela concernait cette affaire rocambolesque de la poursuite judiciaire initiée contre moi et contre mon amie Vanessa Moutier-Curie par la procureure de Châlons-en-Champagne le 13 janvier 2025 pour enregistrement sans autorisation pendant une audience juridictionnelle. Enregistrement sonore et visuel sans autorisation. Alors cette affaire, évidemment, elle a commencé le 6 janvier 2025 lorsque j'ai publié sur ma chaîne YouTube un enregistrement vidéo clandestin que j'avais réalisé avec mon amie Vanessa Moutier-Curie le 22 juin 2021 dans la salle d'audience du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Audience qui était à l'époque présidée par Olivier Nizet, ce juge administratif prévaricateur contre lequel j'ai déposé plainte déjà à 3 reprises pour déni de justice, complicité de harcèlement moral avec le rectorat de Reims et complicité de faux et usage de faux avec l'actuel DRH de ce rectorat, Cyril Bourgerie. Alors, cette poursuite judiciaire que je considère comme une procédure bâillon, eh bien, je vous en ai détaillé tous les tenants et aboutissants dans ce direct du 24 octobre 2025, mais je tenais à faire un condensé en 30 minutes environ, parce que je désire absolument envoyer la vidéo que je vais publier donc aujourd'hui sur ma chaîne, je désire l'envoyer un célèbre avocat parisien qui s'appelle Maître Olivier Maurice. Et pourquoi je vais l'envoyer à Maître Olivier Maurice? Eh bien parce que Monsieur Maurice, c'est l'avocat parisien qui a été choisi justement par le juge prévaricateur Olivier Nizet et par un autre juge administratif prévaricateur Éric Mess pour m'accuser de diffamation publique. Et donc dans cette plainte de Olivier Nizet et Éric Mess avec leur grand avocat parisien Olivier Maurice, eh bien il va y avoir une audience de jugement au tribunal judiciaire de Paris alors je sais plus quel jour, mais c'est au début janvier 2026. Voilà. Et donc, je voulais absolument montrer à ce grand avocat parisien qui est Olivier Maurice, je voulais lui montrer comment une procédure bâillon intentée contre moi par une des 2 procureurs de la République dans la Marne avait fait flop, était tombée à l'eau le 7 octobre 2025. Et pourquoi je veux absolument montrer cela à Monsieur Olivier Maurice? Eh bien parce que ce grand avocat parisien qui est apparemment dans un site internet qui s'appelle grandsavocats.com, eh bien Monsieur Olivier Maurice est apparemment classé parmi les 5 plus grands avocats de France. N'est-ce pas? Et donc, Monsieur Olivier Maurice, il a une devise que j'admire beaucoup, qui me plaît beaucoup, et sa devise, c'est « Crier la vérité pour que vive la justice ». Alors, moi, je ne crie pas, mais je martèle. Donc, je vais aussi informer Monsieur Olivier Maurice que ma devise, désormais, ça va être « Marteler la vérité pour que vive la justice ». La vérité, bien sûr, sur la partialité, le déni de justice et la complicité des juges prévaricateurs, de 5 juges prévaricateurs, parmi lesquels, donc, Olivier Nizet et Éric Mess. Voilà. Alors, comme je vous le disais, cette procédure bâillon qui a été initiée contre moi par la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dans la Marne, et c'est ensuite son collègue du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur François Schneider, qui a pris le relais, eh bien, cette procédure, elle fait flop, elle s'est terminée par une relaxe lors de l'audience de jugement qui s'est tenue au tribunal judiciaire de Reims le mardi 7 octobre 2025. Voilà. Mais dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer 3 points grossièrement. Premièrement, pourquoi j'ai fait un enregistrement vidéo clandestin le 22 juin 2021 dans la salle d'audience du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Deuxièmement, pourquoi j'ai publié cet enregistrement clandestin sur ma chaîne YouTube le 6 janvier 2025. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire de la relaxe qui est intervenue en notre faveur, Madame Moutier-Curie et moi, le 7 octobre 2025. Voilà, comment on peut l'interpréter. Alors, premier point, pourquoi j'ai fait un enregistrement vidéo clandestin le 22 juin 2021? Eh bien, c'est très simple. Ce jour-là, c'était un mardi, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il y avait une audience où devaient être examinés 5 recours. Les 5 derniers recours que, à cette époque-là, j'avais déposés au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sachant que depuis janvier 2017, j'en avais déjà déposé 8. Et qui avaient tous été rejetés, traités
est rejeté par ce juge administratif prévaricateur qui s'appelle Olivier Nizet. Donc, je savais aussi que la formation de jugement, donc la formation de jugement, elle comprend 3 magistrats ou magistrates, eh bien, je savais avec certitude, depuis quelques jours, avant le 22 juin, qu'elle allait être présidée par Olivier Nizet. Or, depuis 2017, j'avais compris petit à petit que ce juge prévaricateur Olivier Nizet ne me donnerait jamais raison face à l'administration du rectorat de Reims, et j'avais compris qu'il était totalement partial en faveur du rectorat de Reims. Et le point principal, le nœud, si vous voulez, de sa partialité, c'est que M. Olivier Nizet refusait obstinément d'utiliser ce qu'on appelle ses pouvoirs d'instruction. C'est-à-dire qu'il a des pouvoirs de prendre des mesures d'instruction et d'enquête dans les dossiers, et ces mesures d'instruction, celles que je lui demandais en tout cas depuis 2019, explicitement dans mes mémoires, il y en avait 2 très simples. C'était premièrement d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer des documents administratifs auxquels j'avais droit et que le rectorat de Reims me refusait illégalement, et qui était nécessaire à la solution du litige, comme on dit, c'est-à-dire qui était nécessaire à Olivier Nizet pour pouvoir prendre un jugement impartial dans mes dossiers. Donc ça, il refusait, Olivier Nizet. Et la deuxième mesure d'instruction immensément importante que je lui ai demandé à partir de mai 2021, c'était d'ordonner au rectorat de Reims de me laisser consulter mon dossier administratif en urgence pour que je vérifie l'existence d'un faux matériel dans mon dossier administratif qui avait été commis en avril-mai 2019 par l'actuel DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, et ce faux matériel, je venais de le découvrir le 26 mai 2021 et j'en avais immédiatement informé le tribunal administratif. Et donc, j'avais demandé à Olivier Nizet d'ordonner la vérification urgente et immédiate de ce faux dans mon dossier administratif. Parce que si ce faux était établi, avéré, constaté, eh bien, la révocation contre laquelle j'avais déposé un recours, la révocation de 2019, elle tombait, elle était immédiatement annulée. Et donc, depuis la fin mai 2021, Olivier Nizet refusait de prendre cette mesure d'instruction immensément importante. Donc, comme j'étais convaincue, j'avais été peu à peu convaincue de la partialité de cet individu, qui est absolument indigne de ses fonctions, eh bien, j'avais demandé à 2 reprises déjà sa récusation. La récusation, cela veut dire qu'on demande qu'un juge dont on soupçonne la partialité en notre défaveur, eh bien ce juge doit se déporter du dossier, il ne doit plus toucher au dossier. Donc j'avais demandé la récusation avec mon avocate Alice Lura. La première c'était le 24 décembre 2020 et la deuxième c'était le 17 mai 2021. Et les 2 demandes de récusation ont été rejetées avec des motifs évidemment fallacieux. Donc, vu que la deuxième récusation venait d'être rejetée, eh bien, j'avais décidé de porter plainte pour la première fois au pénal contre Olivier Nizet. Et donc, le 7 juin 2021, j'avais déposé une plainte pour déni de justice et complicité de harcèlement moral professionnel avec le rectorat de Reims contre Olivier Nizet auprès de Ombéline Mahuzier, qui était à l'époque procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne. Voilà, donc voilà la situation, si vous voulez, la veille de l'audience du 22 juin 2021. Je n'avais absolument aucune confiance dans Olivier Nizet. J'avais demandé à 2 reprises sa récusation, et comme mes demandes avaient échoué, eh bien j'avais porté plainte contre lui au pénal. Et je l'avais informé, évidemment, que j'avais porté plainte contre lui, et j'avais aussi informé de ma plainte contre lui des organes de contrôle du Conseil d'État qui sont la mission d'inspection des juridictions administratives et le Conseil supérieur des juridictions administratives. Voilà. Donc, j'avais décidé pour l'audience du mardi 22 juin 2021 que je ne participerais pas à cette mascarade de justice si effectivement il y avait Olivier Nizet dans la salle qui présidait la formation de jugement. D'accord? Et donc, j'avais décidé que j'allais faire simplement une déclaration orale et ensuite que je quitterais la salle. Le problème, c'est que je savais, par expérience, puisque j'avais déjà participé à des audiences publiques au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, je savais que les greffières ou les greffiers ne prennent jamais de notes pendant les audiences.
Je le savais puisque ces personnes étaient juste à côté de moi pendant que je parlais ou pendant que mon avocate plaidait, d'accord? Donc, je savais que les greffières et greffiers, ne prenant jamais de notes pendant les audiences, ne rédigeaient jamais de compte-rendu d'audience. Or, je tenais absolument à ce que ma déclaration orale figure dans le jugement. Je tenais absolument à ce qu'il soit établi que j'avais fait une déclaration orale et que dans cette déclaration, j'avais accusé le juge Olivier Nizet. Et d'autre part, je voulais comment dire, je voulais me souvenir de tout ce que je dirais pendant ma déclaration, même si j'avais fait un plan, évidemment, mais je voulais me souvenir de tout ce que j'avais dit pendant ma déclaration, parce que je voulais faire une transcription de ma déclaration pour la joindre à un document que je donnerai au tribunal après l'audience. Ça s'appelle une note en délibéré. Donc pendant l'audience et après l'audience et avant le jugement final, eh bien vous avez une période qui s'appelle le délibéré. Et là, nous, les requérantes et requérants, nous pouvons déposer un dernier document écrit qui s'appelle la note en délibéré. Et je pensais aussi que, vu la partialité d'Olivier Nizet contre moi, eh bien je pensais aussi qu'il pourrait, lorsqu'il m'entendrait parler, et lorsqu'il comprendrait que je l'accusais publiquement, il pourrait essayer de m'empêcher de parler. Et donc, il pourrait demander à des agents de sécurité dans la salle d'audience de me faire sortir de la salle. Et donc, dans ce cas, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il y ait des images pour montrer ce qui risquait de se passer, sachant que si des agents de sécurité me saisissaient physiquement, eh bien, je ne me rebellerai pas, comme on dit, je ne résisterai pas, mais par contre, je continuerai à parler pour dire que on essayait on entravait ma liberté d'expression. Voilà. Donc, voilà les trois premières raisons, si vous voulez, qui m'ont amené à vouloir faire un enregistrement audio et un enregistrement vidéo. Et puis aussi, dernière raison, eh bien, je savais qu'au pénal, la preuve est libre. J'avais fait évidemment des recherches auparavant, avant de prendre cette décision, pour savoir si j'avais le droit de faire un enregistrement clandestin. D'accord? Et donc, j'avais trouvé cette notion d'enregistrement subreptice ou d'enregistrement clandestin. Donc, au pénal, la preuve est libre. On considère que dans un procès pénal, il y a une asymétrie entre les deux parties, et les deux parties n'ont pas l'une envers l'autre une obligation de loyauté, comme dans le droit, comme dans les procès civils. Donc, je savais que la Cour de cassation, à partir d'un arrêt d'avril 1993, la Cour de cassation avait dit que les enregistrements audio surtout, mais peut-être aussi vidéo, étaient recevables parce que justement, au pénal, il y a une des parties dont les droits ont été lésés qui a le droit d'utiliser quelque moyen que ce soit pour apporter la preuve que ces droits ont été lésés. Donc dans mon cas, je savais que dans ma déclaration, j'allais de nouveau accuser Olivier Nizet de déni de justice, et je savais que j'allais de nouveau lui demander de vérifier en urgence mon dossier administratif pour voir quel était le faux matériel qui avait été commis, et je savais surtout que si je lui faisais cette demande publiquement, eh bien il ne prendrait jamais la mesure d'instruction. Voilà. Donc voilà les raisons qui m'ont amené premièrement à faire un enregistrement audio, donc ça c'est moi qui l'ai fait, un enregistrement audio de ma déclaration, et pour l'enregistrement vidéo, eh bien j'avais besoin évidemment qu'une personne me filme, donc c'est pour ça que j'ai demandé à mon amie Vanessa Motikuri de le faire. Je lui ai expliqué toute la situation, elle connaissait parfaitement mon dossier puisque on se connaissait depuis 2017, donc elle connaissait à la fois le harcèlement moral professionnel du rectorat contre moi, et elle avait compris elle aussi la partialité du juge Olivier Nizet en ma défaveur. Voilà. Donc, comment ça s'est passé le 22 juin 2021 dans la salle d'audience? Eh bien, c'est très simple. Donc, nous sommes rentrés, Madame Motikuri et moi. Moi, je me suis assise au bureau. Donc, comme vous le voyez à l'écran, dans cette salle, il y a au fond une estrade sur laquelle viennent se placer les magistrats qui vont participer à la formation de jugement. Il y a deux bureaux pour les deux parties qui sont en litige. À gauche, il y a le pupitre auquel se tient ou la rapporteur public. Et à droite, il y a un pupitre où se tient justement la greffière ou le greffier. Voilà. Donc, lorsque les magistrats se sont installés, donc ça marque le début officiel de l'audience, donc je me suis levée, j'ai pris la parole pendant 6 minutes. Et j'ai commencé par dire
que je n'acceptais pas cette audience illégitime de par la présence de Olivier Nizet, juge administratif prévaricateur, contre lequel je venais de porter plainte au pénal. Donc, pendant 6 minutes, j'ai parlé, personne ne m'a interrompu, et en face de moi, chose qui n'a pas été filmée évidemment par mon amie Vanessa, puisque mon amie Vanessa ne m'a filmé que moi, eh bien, en face de moi, il y avait donc Olivier Nizet, avec à sa gauche et à sa droite 2 autres magistrats qui avaient participé à la formation de jugement. Et Olivier Nizet, c'était la période de la tyrannie covidiste, donc Olivier Nizet avait sa muselière jusqu'au nez, et Olivier Nizet est resté pendant les 6 minutes où je l'ai publiquement interpellé, il est resté comme ça. Voilà, la tête baissée, les yeux baissés et la bouche fermée. Il n'a pas dit un mot, et lorsque j'ai eu fini de parler, au bout des 6 minutes, j'ai dit « Au revoir, messieurs, dames, je vous laisse ». Et à ce moment-là, eh bien, personne ne m'a non plus dit quoi que ce soit. Personne ne m'a rien répliqué, personne ne m'a arrêté. Je suis sortie de la salle et mon amie Vanessa est sortie peu après. Donc, dans l'après-midi, mon amie Vanessa a transféré le fichier vidéo de son téléphone portable sur mon ordinateur et elle n'en a plus jamais entendu parler de cet enregistrement vidéo. Elle l'a effacé de son téléphone. Donc, je suis devenue, en quelque sorte, j'étais déjà l'instigatrice de cet enregistrement et je suis devenue la receleuse de cet enregistrement vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, avec l'enregistrement audio, j'ai rédigé la transcription de ma déclaration et donc j'ai joint cette transcription, le texte de ma déclaration, je l'ai joint à la note en délibéré que j'ai déposée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 3 jours après l'audience, le 25 juin. Et puis aussi, j'ai envoyé la transcription de ma déclaration à la procureure de la République par un courriel. Et je lui ai dit, madame, comme je vous informe à chaque fois que je fais quelque chose dans cette affaire, eh bien, je vous donne le texte de ma déclaration et je vous informe que personne ne m'a interrompu lorsque j'ai fait cette déclaration longue de 6 minutes. Et ensuite, eh bien, j'ai attendu le jugement, ou plutôt les 5 jugements, puisque je vous rappelle que lors de cette audience du 22 juin 2021, il y avait 5 recours que j'avais déposés qui étaient examinés. Donc, les 5 jugements sont arrivés le 6 juillet 2021. Et cela ne m'a pas étonné que 4 sur les 5 soient des rejets. N'est-ce pas? Ça m'étonnait pas du tout de la part de Olivier Nizet. Et il y en avait un qui m'a quand même fait sourire, c'est le jugement concernant ma révocation de 2019. Et donc, la formation de jugement présidée par Olivier Nizet avait annulé cette révocation. Alors, c'était un sourire mi-figue, mi-raisin, parce que l'annulation était simplement à cause d'un petit vice de forme, mais dans le jugement d'annulation, il n'était absolument pas question de tous les arguments que mon avocate et moi avions listés concernant les vices de procédure et concernant la totale inexactitude des faits que le rectorat m'avait reprochés et qui avaient servi de fondement à la révocation. Donc, c'est-à-dire que Olivier Nizet et ses 2 compères, eh bien, n'avaient absolument pas voulu juger au fond. Ils s'étaient arrêtés simplement à un vice de forme sur l'arrêté de révocation du 5 août 2019. Mais ce qui est le plus choquant, et ce que je vous montre maintenant à l'écran, c'est que dans le jugement, dans les 5 jugements, eh bien, ma déclaration orale de 6 minutes que j'avais faite le 22 juin 2021, eh bien, elle avait disparu. Comme vous le voyez, il est simplement marqué que on a entendu la rapporteure, Madame Nadine Esterman, on a entendu la rapporteure publique, Madame Delaporte, on a entendu le représentant du ministère et du rectorat de Reims, Monsieur Daniel Muselli, mais moi, je n'apparais plus. Voilà. Donc ma déclaration, elle a tout simplement été invisibilisée. Et quand j'ai vu cela, eh bien cela ne m'a pas étonné, puisque je vous le disais, je ne faisais aucune confiance à Olivier Nizet. Donc, a posteriori, j'avais bien eu raison de faire ces 2 enregistrements audio et vidéo, puisque ma prise de parole avait été totalement invisibilisée. Donc, je n'ai pas tout de suite riposté à cette occultation de ma prise de parole. Je m'en suis occupée au printemps 2022. Et donc, en mai 2022, j'ai demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'avoir le procès-verbal de l'audience du 22 juin 2021. Parce que, rappelez-vous, dans l'extrait que je vous ai montré, eh bien, il est écrit cette mention importante. Il est écrit que la greffière, Madame Masson, Nora de son prénom, avait établi un procès-verbal de l'audience publique.
Et je vous rappelle que dans cette audience publique, il y avait eu 5 recours qui avaient été examinés. Donc normalement, lorsque vous voyez écrit qu'il y a eu un procès-verbal de l'audience publique, eh bien ça veut dire que le procès-verbal doit, contenir tous les propos de toutes les personnes qui se sont exprimées dans les 5 recours. D'accord? Donc j'ai demandé en mai 2022, et j'ai dû demander à 3 reprises au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant d'obtenir en effet un document qui s'intitule procès-verbal d'audience, mais qui en fait ne contient que le texte de ma déclaration orale. Et évidemment, ce document qui m'a été donc donné qui est signé par la greffière du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et par Olivier Nizet lui-même, vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, eh bien, ce document, ne contenant que ma déclaration, je pourrais presque dire que c'est un faux. Parce que dans les jugements du 6 juillet 2021, il est écrit que la greffière a rédigé un procès-verbal d'audience publique. Or là, ce document qui s'intitule procès-verbal d'audience publique ne contient que ma déclaration à moi. Donc ça veut dire qu'il ne contient pas les propos de la rapporteure Nadine Estermal et de la rapporteure publique Violette Delaporte. Et il ne contient pas non plus les observations des avocats, parce qu'il y avait un avocat pour le rectorat de Reims, et du représentant du rectorat de Reims et du ministère de l'Éducation nationale. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un véritable procès-verbal d'audience. Voilà, il y a quand même, c'est un peu comme la publicité mensongère. Donc là, c'est une mention mensongère qu'il existe un procès-verbal de l'audience publique du 22 juin 2021, rédigé par la greffière du tribunal administratif, Madame Nora Masson. Alors, maintenant, venons-en à pourquoi j'ai publié le 6 janvier 2025 l'enregistrement vidéo réalisé le 22 juin 2021, sachant qu'il y avait à peu près 3 ans et demi entre les deux dates. Donc, j'avais gardé évidemment l'enregistrement vidéo, d'accord? Je me disais que j'en aurais peut-être besoin un jour, et j'ai bien fait de le garder. Pourquoi? Parce que en juin 2023, j'ai lancé mon opération donc Stop au déni de justice, qui consiste grossièrement à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube beaucoup plus régulières, en montrant des documents de façon beaucoup plus systématique, et qui consiste aussi à envoyer des courriels d'interpellation à tous mes adversaires, entre guillemets, c'est-à-dire à tous les individus qui font partie du rectorat de l'Académie de Reims, du ministère de l'Éducation nationale et les juges administratifs qui ont pris parti pour le rectorat de Reims, et malheureusement aussi, du côté pénal, les procureurs de la République qui ne font aucune enquête lorsque moi je dépose des plaintes pénales, mais qui par contre s'empressent de me convoquer, de me faire convoquer et éventuellement de me poursuivre lorsque les mêmes individus que j'accuse portent plainte contre moi. Voilà. Donc, je voulais, dans cette opération Stop au déni de justice, je voulais, si vous voulez, faire une sorte de médiatisation artisanale pour mettre la pression sur mes adversaires et pour leur faire bien comprendre que je continuerai à dénoncer haut et fort et publiquement ce qui devient véritablement une affaire absolument scandaleuse et multifacette depuis 9 ans, depuis 2016. Voilà. Et donc, le 26 juin 2023, j'ai fait un direct sur ma chaîne Canal Jacques, et dans ce direct, eh bien, j'expliquais, là aussi avec énormément de détails et de documents, j'expliquais qu'est-ce qu'était véritablement le déni de justice de juge administratif. Et en gros, en très gros, le déni de justice de ces juges administratifs, donc il y en a 5 actuellement contre qui j'ai porté plainte, eh bien, consiste à refuser de prendre des mesures d'instruction afin de vérifier, d'une part, ce que l'administration reproche à une fonctionnaire, donc c'est-à-dire afin de vérifier la version de l'administration, et d'autre part afin de vérifier les allégations des fonctionnaires, voire les accusations des fonctionnaires. Donc pour que des juges administratifs soient impartiaux, il faut tout simplement qu'ils puissent vérifier à la fois la version de l'administration et la version des fonctionnaires. Si les juges administratifs ne vérifient pas les faits qui sont exposés dans les deux versions, eh bien à ce moment-là, ils ne font pas tout simplement leur boulot. Et si en plus, ces juges administratifs considèrent que la version de l'administration, c'est la bonne, et que la version des requérants,
ben c'est la mauvaise, sans avoir au préalable vérifié les faits exposés dans l'une et dans l'autre, eh bien dans ce cas-là, ces juges administratifs, non seulement ils ne font pas leur travail, mais en plus, ils prennent parti pour une administration, et à ce moment-là, ils violent leur devoir d'impartialité. Et le déni de justice, je le rappelle quand même, parce que c'est important de le rappeler, le déni de justice est un délit pénal, qui pour des juges administratifs pourrait être puni de plusieurs années de non-exercice de leurs fonctions. D'accord ? Après mon direct du 26 juin 2023, eh bien, l'un des juges que je citais dans cette vidéo, c'est-à-dire le juge Éric Mess, qui travaillait et qui travaille toujours à la Cour administrative d'appel de Nancy, j'avais porté plainte contre lui en juillet 2023 et j'avais aussi demandé sa récusation fin août 2023. Et au miracle, ce juge, voyant quand même que j'y allais fort, eh bien, il a dû penser qu'effectivement, il devait se déporter. Donc, il s'est déporté du dossier qu'il instruisait à la Cour administrative d'appel de Nancy. Mais en se déportant, il m'avait aussi prévenu qu'il risquait de porter plainte contre moi à son tour. Et donc, c'est ce qu'il a fait le 21 septembre 2023. Il a porté plainte contre moi pour diffamation publique à cause de ce que je disais dans mon direct du 26 juin 2023. Et évidemment, comme il ne voulait pas se sentir seul et comme il s'est aperçu que j'accusais aussi un de ses collègues au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, eh bien je suppose qu'ils se sont passés un petit coup de fil. Et donc finalement, la plainte contre moi pour diffamation publique, elle a été faite à la fois par Éric Mess, mais aussi par Olivier Nizet. Voilà. Donc ce sont les deux juges administratifs prévaricateurs qui ont porté plainte contre moi. Et on va bien rigoler lors de l'audience au tribunal judiciaire de Paris en janvier 2026, puisque je vais démontrer évidemment que tout ce que je dis, toutes mes accusations contre eux concernant leur déni de justice, eh bien c'est tout simplement la vérité. Et donc je serai relaxée à la fois parce que je dis la vérité et parce que je suis de bonne foi dans mes accusations. Voilà. Donc, dans cette plainte, dans cette procédure intentée contre moi par Olivier Nizet et Éric Mess, eh bien, j'ai appris fin décembre 2024 qu'il y aurait au tribunal judiciaire de Paris, le 7 janvier 2025, qu'il y aurait donc une audience de fixation. Et j'y suis allée avec mon avocat, maître Paul Nafilian. Et la veille, j'ai choisi la veille de cette audience pour justement publier l'enregistrement vidéo clandestin que j'avais réalisé le 22 juin 2021. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour montrer à Olivier Nizet, parce que une fois publiée la vidéo, bien sûr, j'en ai informé Olivier Nizet par courriel. Donc, je voulais montrer à Olivier Nizet que, premièrement, je n'avais absolument pas peur de sa plainte, de celle qu'il avait portée contre moi avec son collègue Éric Mess. Et deuxièmement, je voulais lui mettre la pression. C'est aussi simple que ça. Parce que, avec cet enregistrement vidéo clandestin, dont j'ai fait établir un constat d'huissier en bonne et due forme, eh bien, je l'ai averti que je ferai visionner, je demanderai à ce que cet enregistrement soit diffusé lors de l'audience de jugement au tribunal judiciaire de Paris, en janvier 2026. Et monsieur Nizet, depuis 4 ans, vous participez à la violation du principe du contradictoire qui est constitutionnel, du principe du respect des droits de la défense qui est constitutionnel, du principe du droit d'accès aux documents administratifs qui est constitutionnel, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020. 853 QPC. Donc cette audience n'est qu'une mascarade de justice. Donc je voulais montrer à Olivier Nizet, je voulais qu'il sache bien, que s'il dépose plainte contre moi, eh bien évidemment je vais me défendre avec toutes les armes que j'ai, et je vais me défendre notamment en faisant diffuser mon interpellation de 6 minutes, pendant laquelle je l'accuse publiquement de déni de justice, de complicité avec le rectorat de Reims, et pendant cette interpellation, eh bien il ne répond rien. Vous connaissez l'adage, qui ne dit mot consent. Surtout qu'après le 22 juin 2021, Olivier Nizet n'a rien fait contre moi, hein. Absolument rien. Il n'a pas porté plainte contre moi pour outrage, non. Et pas pour violence verbale, rien du tout. Donc je voulais faire comprendre à Olivier Nizet que ça allait être quand même, ça n'allait pas être pour lui une partie de plaisir. Et donc j'ai publié cet enregistrement vidéo clandestin, ou subreptice, le 6 janvier 2021 sur ma chaîne YouTube. J'ai prévenu le jour même Olivier Nizet par un courriel, d'accord? Et ensuite, on est allé à l'audience avec mon avocat, et puis
Olivier Nézet et Éric Mess n'étaient pas là. Il y avait un employé, un avocat du cabinet de leur patron, puisque donc leur patron, je vous le rappelle, c'est leur avocat, c'est le grand Olivier parisien Olivier Maurice, mais ce n'est pas Olivier Maurice qui s'est déplacé le 7 janvier 2025, c'est un avocat qui fait partie de son cabinet qui s'appelle Maître Petresco. Et puis, il s'est passé quelque chose le 13 janvier 2025, mais je ne l'ai su qu'en février. Donc le 13 janvier 2025, eh bien, la procureure de la République de Châlons-en-Champagne, Madame Annick Brown, que je vous montre à l'écran, eh bien, elle a initié une poursuite judiciaire contre moi et éventuellement contre la personne, et pas éventuellement, et contre la personne qui m'avait filmé le 22 juin 2021. Mais à l'époque, elle ne connaissait pas encore son identité. Voilà. Donc elle a initié une procédure judiciaire contre moi pour violation de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui est appelée loi sur la liberté de la presse. Et donc, tous les articles, toutes les infractions qui sont citées dans cette loi sont appelées des délits de presse. Or, l'article 38 ter de cette loi de 1881, eh bien, il dit qu'il est interdit d'enregistrer, d'utiliser un appareil d'enregistrement visuel ou sonore pendant les audiences juridictionnelles, sans autorisation. Voilà, c'est interdit, ok? Donc moi, à l'époque, en 2021, je ne connaissais pas cet article. Et je l'ai connu lorsque la procureure de Châlons-en-Champagne, après avoir donc ouvert une poursuite judiciaire contre moi le 13 janvier 2025, elle a demandé donc à des enquêteurs de la gendarmerie nationale de regarder mes vidéos pour découvrir l'identité de la personne qui m'avait filmé. Et donc, le gendarme qui a fait l'enquête, il a très bien fait son enquête, et donc il a découvert que la personne qui m'avait filmé le 22 juin 2021, c'était mon amie Vanessa Motier-Curie. Et donc, en février, Madame Motier-Curie a reçu une petite convocation de la gendarmerie. Donc, évidemment, illico, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais t'assister. Donc, j'ai envoyé un courriel le 9 février 2025 à la procureure en lui disant, c'est un lâche procédé de votre part que de vous attaquer directement et en premier à mon amie Vanessa Motier-Curie, parce que vous auriez dû vous attaquer en premier à moi, parce que moi je suis l'instigatrice de cet enregistrement vidéo clandestin, la receleuse de cet enregistrement vidéo clandestin et la publicatrice de cet enregistrement vidéo clandestin. Donc c'est à moi que vous auriez dû vous attaquer en premier. Et donc, finalement, on a été toutes les deux, Madame Motier-Curie et moi, convoquées à la gendarmerie en mars 2025. Donc, toutes les deux, nous avons expliqué pourquoi nous avions fait cet enregistrement. Et ensuite, eh bien, la procureure de Châlons-en-Champagne, elle a demandé à son collègue du tribunal judiciaire de Reims, M. François Schneider, que je vous montre aussi à l'écran, donc elle lui a demandé de prendre le dossier. Pourquoi? Eh bien, après que je lui avais envoyé mon courriel un petit peu cinglant le 9 février 2025, eh bien, Madame Annick Brown, elle a demandé à sa chef, qui est la procureure générale près la cour d'appel de Reims, elle lui a demandé de dépayser le dossier. C'est-à-dire, elle lui a demandé de passer le dossier à son collègue de Reims. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle était magistrate, elle aussi, comme les juges administratifs que j'accusais, étant donné que je la mettais en cause, eh ben, il valait mieux que ce soit pas elle qui traite le dossier pour préserver une impartialité objective du dossier. Voilà. Et donc, c'est son collègue, M. François Schneider, qui a pris le dossier à sa place. Mais M. Schneider, il est tout aussi partial que Mme Annick Brown. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, lorsque M. Schneider a pris donc le dossier, donc ce sont des membres de son équipe qu'on appelle le parquet de Reims. Donc ce sont des membres de son équipe qui nous ont envoyé à Mme Motier-Curie et à moi-même, moi c'était fin mars et elle c'était fin avril, qui nous ont envoyé ce qu'on appelle une convocation à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en abrégé CRPC, d'accord? Donc cette comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devait se tenir le 28 août 2025 en présence d'un délégué ou d'une déléguée du procureur de Reims. Alors, si vous voulez savoir plus exactement, plus précisément ce que sont les délégués des procureurs, vous regardez le direct. J'ai fait un chapitrage très précis et détaillé. Vous regardez le direct. Là, je me suis dit que c'est pas important de l'expliquer. Donc, cette convocation, eh bien, si on l'acceptait,
Madame Monticurie et moi, si on l'acceptait, cela voulait dire qu'il n'y aurait pas d'audience, qu'il n'y aurait pas de procès au tribunal correctionnel et que on acceptait notre culpabilité, on acceptait d'être sermonné par le ou la déléguée du procureur et on acceptait les peines que le ou la déléguée nous imposerait. C'est ça que ça voulait dire. Si on acceptait de venir à cette comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ça veut dire qu'on accepte tout. D'accord? On se reconnaît coupable et on accepte d'être puni. Voilà. Or, moi, immédiatement, j'ai écrit au parquet de Reims pour leur dire que je refusais cette convocation puisque je ne me reconnaissais pas coupable et que j'attendais impatiemment un procès correctionnel. Et mon amie Vanessa, elle n'a pas écrit, mais elle ne s'est pas rendue à l'audience à la convocation du 28 août 2025. Et donc, on s'est retrouvés toutes les deux le 7 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Reims lors d'une audience correctionnelle. Donc, nous n'avions pas d'avocat et donc c'est moi qui ai préparé notre défense. Alors, quels étaient les axes de ma défense? Donc, premièrement, comme je vous l'ai dit, je comptais bien obtenir la diffusion intégrale de l'enregistrement vidéo clandestin lors de l'audience. Et je savais que la diffusion de ces 6 longues minutes, pendant lesquelles j'ai égrené les faits qui démontrent la partialité et le déni de justice de Olivier Nizet, j'étais persuadée que ce serait très très embarrassant pour Olivier Nizet. Parce que même si Olivier Nizet n'avait pas lui-même porté plainte contre moi, c'était la procureure de la République qui m'avait directement poursuivi, Olivier Nizet était parfaitement au courant de ce procès, puisque son avocat, à mon avis, il était en contact avec le parquet de Châlons et le parquet de Reims, et parce que moi-même, je l'en informais, enfin plutôt j'informais son avocat. Donc, je comptais obtenir la diffusion de l'enregistrement vidéo de 6 minutes, et pour cela, donc, j'ai fait faire un constat d'huissier en bonne et due forme. Un constat d'huissier à la fois pour l'enregistrement vidéo et pour l'enregistrement audio. Deuxièmement, j'ai préparé mes arguments. Et donc, mes arguments, je les ai rédigés dans un mémoire. Alors, au pénal, ça s'appelle des conclusions, d'accord? Mais c'est à peu près la même façon de rédiger que pour les mémoires dans le contentieux administratif. Et donc, j'ai exposé tous mes arguments, et le principal d'entre eux était que j'étais parfaitement légitime à faire cet enregistrement audio et vidéo pour me défendre contre la partialité du juge prévaricateur Olivier Nizet. Voilà, mon principal argument, c'était la légitime défense. Et encore une fois, si vous voulez savoir précisément quels étaient ces arguments, eh bien, vous pouvez aller voir dans le chapitrage du direct et vous retrouvez cette partie-là. Et puis, le troisième argument, c'était que, eh bien, le procureur de Reims, François Schneider, il est parfaitement illégitime à me poursuivre parce que lui aussi, comme sa collègue du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, il est partial en ma défaveur. Pourquoi? Parce que à l'été 2023, je vous ai dit que j'avais porté plainte pour déni de justice contre le juge prévaricateur Éric Mess, qui se trouve à la cour administrative d'appel de Nancy. Mais j'avais aussi porté plainte contre l'actuel DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, pour le faux qu'il avait commis dans mon dossier en avril-mai 2019. Et donc c'est une plainte que j'ai adressée directement au procureur de la République du tribunal judiciaire de Reims. Et donc, M. François Schneider est devenu procureur de la République à Reims en septembre 2023. Donc, ça veut dire, ça fait aujourd'hui 2 ans qu'il a ma plainte contre Cyril Bourgerie dans un de ses tiroirs et il ne fait rien. Il ne fait aucune enquête. Il ne convoque pas Cyril Bourgerie. D'accord? Comment j'en suis sûre? Bah, tout simplement que j'ai aucune nouvelle. J'ai aucune nouvelle. Et pourtant, j'ai écrit à 3 reprises à M. Schneider pour lui demander où en était l'enquête sur le faux, sur ma plainte contre Cyril Bourgerie. Et donc j'ai reçu le 26 novembre 2024 un petit courrier, non pas de lui, mais de sa collègue de Châlons, Madame Annick Brown. Vous voyez, ils travaillent bien en tandem, hein, tous les deux. Et donc, dans ce courrier du 26 novembre 2024, eh bien, Madame Brown m'écrit noir sur blanc qu'il y a des enquêtes en cours et que les services de la gendarmerie compétents ont été dûment relancés. Pourtant, on est quasiment 1 an après ce courrier, eh bien, je n'ai toujours aucune information. Donc, je me dis que soit François Schneider, soit Annick Brown, soit les deux, eh bien, ils m'ont menti. Voilà, c'est tout simple. Donc, l'un de mes arguments de défense, c'était de dire que le procureur François Schneider étant
partial en ma défaveur, il n'avait aucune légitimité à me poursuivre. Voilà. Mais, eh bien, le 7 octobre 2025, je n'ai même pas eu à expliquer tout cela. Parce que lorsque nous nous sommes présentés à la barre, Madame Moutier-Curie et moi, eh bien, le président de la séance, le juge Pierre Creton, il nous a dit que le tribunal allait prononcer un jugement de relax parce que le délai de prescription de 3 mois, qui est celui de tous les délits de presse qui sont listés dans la loi de 1881, eh bien, ce délai de prescription de 3 mois avait été dépassé. Voilà. Donc, il a demandé, le juge, il a demandé son avis au procureur de la République. Alors, c'était pas monsieur François Schneider qui était là, hein, à l'audience, c'était un de ses substituts. Et donc, ce substitut-là s'est levé, il baissait la tête, il a marmonné, on n'a pas très bien entendu ce qu'il disait, mais en gros, il ne s'est pas opposé à cela. Voilà. Donc, il a admis sa défaite. Et donc, voilà comment, le 7 octobre 2025, voilà comment c'est fini, lamentablement, piteusement, la poursuite judiciaire infondée et abusive, c'est-à-dire la procédure Bayon, que la procureure de la République, Annick Prand, avait initiée contre moi le 13 janvier 2025. Voilà. Cette vidéo clandestine de 6 minutes, que vous pouvez toujours regarder sur ma chaîne YouTube, hein. Je vous invite à le faire, comme ça fera monter le nombre de vues. Donc, vous pouvez toujours la regarder, et en tout cas, eh bien, elle sera diffusée en janvier 2026 au tribunal judiciaire de Paris, pendant l'audience de jugement sur la plainte en diffamation que Olivier Nizet et Éric Meiss ont portée contre moi. Voilà. Donc, Olivier Nizet, eh bien, il ne paie rien pour attendre. Et lorsque j'aurai publié cette petite vidéo condensée, eh bien, je vais l'envoyer à l'avocat de M. Nizet, donc le grand avocat parisien Olivier Maurice, et puis je vais lui dire que j'ai adopté sa devise et que moi aussi, je martèle la vérité pour que vive la justice.